Tout a commencé la semaine précédant Thanksgiving. Ma mère nous a réunis dans le salon, ce qui aurait dû être un avertissement en soi. Elle ne faisait ça que quand quelqu'un était mort ou quand elle voulait faire un spectacle de quelque chose. Elle se tenait à côté de la cheminée, comme si elle allait prononcer un discours. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, les bras croisés, avec ce masque neutre d'homme d'affaires qu'il porte quand il ne veut pas être tenu responsable de quoi que ce soit. Ma sœur, Lorraine, était assise d'un air suffisant sur la coudoir du canapé, portant un tout nouveau sweat à capuche de marque que je savais qu'elle n'avait pas payé elle-même. Je venais de rentrer du travail. Je n'avais même pas enlevé mes chaussures. Tu n'es pas la bienvenue à Thanksgiving, Olivia. C'est comme ça qu'elle a commencé, comme si j'étais une voisine qui laisse son chien faire ses besoins dans son jardin, pas sa fille. Puis est venue la phrase qu'elle avait manifestement répétée, la famille soutient la famille. Tu as refusé de cautionner le prêt de $60 000 de ta sœur. Personne n'a halté. Personne n'a crié. C'était juste silencieux, mais pas le genre de silence normal. Le genre où tout le monde attend de voir ce que je vais faire. J'ai regardé autour de la pièce. Julia, ma cousine, était là aussi. Elle avait pris l'avion plus tôt, et je pouvais voir le choc sur son visage. Nous avons toujours été proches, et je pouvais dire qu'elle ne savait pas que ça allait arriver. Mon oncle et ma tante se tenaient au fond, comme s'ils avaient été entraînés au milieu de quelque chose dont ils ne voulaient pas faire partie. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste hoché la tête une fois et je suis monté à l'étage. C'est ce qui les a secoués, je crois, parce que d'habitude je me serais disputé. D'habitude, j'essaierais d'expliquer, de justifier. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait parce que je voyais ça venir depuis longtemps. Mes parents avaient cette idée fantaisiste que tant que je vivrais sous leur toit, tout ce que j'avais était à eux aussi, mon salaire, mes économies, mon temps. Et quand Lorraine, qui n'a pas occupé un emploi pendant plus de 6 mois au cours des 5 dernières années, a demandé $60 000 pour lancer sa prochaine grande idée commerciale, ils m'ont tous regardé comme si c'était déjà décidé, comme si j'étais difficile même en hésitant. Ils n'arrêtaient pas de dire des choses comme « tu es sa grande sœur. Tu devrais la soutenir et tu vis ici sans loyer. C'est le moins que tu puisses faire », comme si je n'étais pas celle qui payait la moitié des factures et achetait de la nourriture pour toute la maison, comme si mes parents ne me demandaient pas constamment de couvrir de petites choses, qui se révélaient toujours être tout sauf petites. Cette nuit-là, j'ai fait un sac, pris mon ordinateur portable et je suis parti. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai même pas dit à Julia que je partais. J'ai conduit jusqu'à la location à court terme que j'avais discrètement réservée quelques semaines plus tôt et j'ai éteint mon téléphone. Ils ont célébré Thanksgiving sans moi, ont souri pour la caméra, ont posté les photos de groupe habituels devant la cheminée du Vermont avec des pulls assortis et des verres de vin, ont fait comme si tout était normal. Mais à ce moment-là, j'avais déjà transféré mes dépôts directs vers une nouvelle banque. J'avais retiré mon nom du compte joint que mon père insistait pour que j'aide à surveiller, et j'avais bloqué l'accès à la carte d'urgence qu'ils m'avaient en quelque sorte convaincu d'ouvrir à l'université, celle qu'ils utilisaient encore sans demander. Le premier texto est arrivé vendredi matin, « Olivia, qu'est-ce qui se passe ? Ma carte vient d'être refusée. » Puis est venu le déluge. Ma mère a appelé 7 fois de suite. Mon père m'a envoyé un courriel, ce qu'il ne fait jamais, me demandant si j'avais accidentellement déplacé des fonds. Julia m'a envoyé un texto me demandant si j'allais bien et s'ils avaient fait quelque chose pour me mettre en colère. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je savais ce qui allait arriver, et pour une fois, j'étais prête. Samedi matin, les choses sont passées du silence à la cacophonie. Mon téléphone s'est illuminé de notifications, d'appels manqués, de messages vocaux, de textos. La plupart venaient de ma mère. Le reste venait de Lorraine, qui apparemment se désintégrait plus vite que je ne l'avais prévu. La carte qu'elle utilisait pour tout, l'essence, la nourriture, ses précieux rendez-vous pour les sourcils, avait été refusée 2 fois ce matin-là. Elle m'a envoyé une capture d'écran encerclée en rouge comme un signe d'avertissement, « Olivia, répare ça. Je n'ai que des condiments dans mon frigo. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé arriver le message, puis j'ai retourné mon téléphone face contre table et je suis retourné siroter mon café sur le balcon de mon nouvel appartement. Une petite location au 2e étage avec de la peinture écaillée, mais c'était à moi. Le silence ici était épais et tranquille. Personne ne passait devant ma porte en tapant du pied pour savoir si j'avais payé la facture d'électricité.
Personne n'empruntait ma carte de crédit pour acheter à son enfant un cadeau d'anniversaire de dernière minute et ne me remboursait jamais. Pas de Lorraine, pas de culpabilité, pas de manipulation psychologique. Je savais exactement ce que je faisais quand je suis parti. Avant de sortir de cette maison, j'ai retiré chaque dollar que j'avais des comptes partagés. Pas seulement les miens, ceux où j'avais été assez stupide pour les laisser s'ajouter au fil des ans. Ils appelaient ça une réserve d'urgence familiale. J'appelais ça du vol au ralenti. J'ai coupé chaque lien financier qu'ils avaient avec moi, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence qui est venu quand l'argent a manqué. Lundi matin, la première fissure est apparue. Pas dans leurs finances, mais dans leur fierté. J'étais en train de rédiger un courriel au travail lorsque la réceptionniste a appelé mon bureau. Votre mère est là, elle dit que c'est urgent. Elle attendait en bas, tenant une tasse de Starbucks comme si cela rendait sa présence plus décontractée. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas posé de questions sur mon travail. Elle a lancé un discours sur Thanksgiving, sur Lorraine, sur le fait que les familles ne tiennent pas les comptes. Je l'ai laissé parler, puis elle a lâché la phrase qu'elle pensait réglerait tout, nous ne voulions pas que tu partes réellement. Comme si c'était un jeu. Comme si toute cette annonce dramatique devant la famille n'était qu'un bluff, que je n'étais pas censé contrer. Elle avait l'air sincèrement confuse, comme si elle s'attendait à ce que je sois encore là, dormant dans mon ancienne chambre, finançant leurs problèmes par loyauté, culpabilité ou habitude. Puis elle m'a dit que Lorraine avait du retard dans son loyer et menaçait de revenir à la maison, que leur facture était en retard, qu'ils recevaient des gens de leur église le week-end prochain et ne savaient pas comment ils pourraient se permettre de nourrir tout le monde. Je lui ai demandé ce que cela avait à voir avec moi. Elle a cligné des yeux comme si je l'avais giflé. Je ne me suis pas disputé. Je n'ai même pas expliqué. J'ai juste dit, bonne chance, puis je me suis retourné et je suis retourné à l'ascenseur. Ce soir-là, Julia a finalement appelé. Elle a dit que le groupe de discussion familiale avait explosé. Lorraine disait à tout le monde que j'avais volé nos parents, que j'avais pris leurs économies et les avais laissés sans rien. Je n'ai pas pris la peine de la corriger. J'ai juste dit, laissez-la le prouver. Que n'importe qui demande les reçus. Qu'il vérifie qui a payé l'hypothèque ces 2 dernières années, qui a acheté l'épicerie, qui a cautionné la voiture que Lorraine a conduite jusqu'à ce qu'elle la détruise. Mercredi, le ton des messages a encore changé. Mon père a envoyé un long message disant à quel point il était déçu. Il a dit qu'ils avaient des difficultés maintenant, de réelles difficultés, et m'a demandé si je pouvais aider juste pour ce mois-ci, jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien, juste ce que je pouvais donner. J'ai répondu par texto, je ne reviens pas. Ni à la maison, ni au compte, ni au jeu. Sa réponse est arrivée 5 minutes plus tard, tu vas le regretter. Peut-être pensait-il que je le regretterais. Peut-être pensait-il que le sentiment d'être utile, d'être nécessaire, me manquerait. Mais tout ce que j'ai ressenti cette nuit-là, c'était la paix. Le jour de Thanksgiving est arrivé avec une pluie verglaçante, le genre qui s'accroche aux fenêtres et traverse les vestes, peu importe la vitesse à laquelle on court jusqu'à la voiture. Je n'ai couru nulle part. Je suis resté au lit plus longtemps que d'habitude, téléphone en mode silencieux, laissant le calme remplir chaque coin du petit appartement. Il sentait encore légèrement la bougie à la cannelle que j'avais allumée la veille. Le sol était froid, le radiateur cliquetait comme s'il faisait de son mieux, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Vers midi, j'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable juste par curiosité. Je savais qu'ils allaient publier quelque chose. Ils étaient accros aux apparences. Et voilà, pyjama en flanelle, bougies allumées sur la cheminée, une photo de groupe maladroite qui semblait assemblée avec des sourires forcés. Ma mère avait publié une story de la table du dîner, mais si on regardait de près, ce n'était pas tout à fait leur festin habituel. Pas de dinde entière, pas de centre de table coûteux. Il y avait de la tarte, mais pas son genre habituel. On dirait de la citrouille achetée en magasin. Lorraine n'était pas sur la plupart des photos, et quand elle apparaissait, elle avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Julia m'a envoyé un texto d'une seule ligne au milieu du dîner, ils ont servi des restes et ont menti à ce sujet. Il s'est avéré que la plupart du repas de Thanksgiving provenait d'une boîte de dons de l'église. Ils ont dit aux invités que c'était une nouvelle tradition pour éviter le gaspillage alimentaire. Ma mère a même fait passer ça pour une sorte d'effort de durabilité. Julia a dit que mon nom était revenu au moins 5 fois, pas avec colère, mais comme un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre.
Personne ne comprenait pourquoi je n'avais pas pris contact, pas même pour me disputer, et surtout pas pour m'excuser. C'est alors que j'ai réalisé à quel point ils croyaient que je faisais partie de leur machinerie, comme si j'étais une extension de leur vie. Ils pensaient vraiment que je craquerais pendant les vacances et que j'appellerais en larmes, demandant à rentrer à la maison, offrant de tout réparer s'ils me laissaient revenir. Ça avait déjà marché avant. Je n'ai même pas bronché. Au lieu de cela, j'ai fait cuire un plat de farce dans mon propre four. Rien d'extraordinaire, juste sorti de la boîte, mais je l'ai assaisonné comme j'aime, j'ai fait des patates douces rôties, j'ai bu du vin d'une bouteille que j'ai achetée avec ma propre carte, et j'ai regardé un film que je n'avais pas eu le temps de regarder depuis des années. Quand je l'ai mis en pause à mi-chemin pour manger le dessert, j'ai ri du ridicule de penser aussi longtemps que la paix était un luxe. Il s'avère que la paix, c'est juste ne pas vivre avec des gens qui vous vident et en attendent encore plus. Vendredi, la façade a commencé à se fissurer. Mon père a rappelé. Cette fois, il n'a pas commencé par la culpabilité ou les menaces. Il avait l'air triste. Le propriétaire de Lorraine avait envoyé un avertissement d'expulsion. Elle avait manqué 2 mois de loyer, comptant apparemment sur un miracle de Thanksgiving. Il a dit que Lorraine dormait jusqu'à midi, refusait de chercher du travail et s'en prenait à tous ceux qui le lui suggéraient. Je n'avais pas besoin de demander ce que ça faisait. J'avais vécu avec elle pendant des années. Puis est venue la vraie raison de l'appel. Il voulait savoir si j'envisagerais de rentrer à la maison temporairement. Il a dit que nous pourrions reconstruire les choses, que nous étions plus forts ensemble, que je pourrais aider à remettre tout le monde sur les rails. Aider, il voulait dire financer. Je lui ai dit non, que j'en avais fini, que j'espérais qu'il trouverait une solution, mais que je n'en ferais plus partie. Il s'est tu. Puis il a dit quelque chose que je pouvais dire qu'il gardait pour le bon moment, tu es ingrate. J'ai raccroché. Samedi matin, ma mère m'a envoyé un courriel. Long, formel, comme si elle écrivait à un propriétaire. Elle a énuméré les factures, gaz, électricité, un paiement de voiture manqué. Elle a dit qu'ils essayaient de maintenir la maison stable, mais que les choses étaient difficiles sans ma contribution. Puis elle a demandé $2000. Elle a dit que cela aiderait à rétablir un certain équilibre. Elle a dit que cela montrerait que je me souciais encore d'eux. J'y ai pensé longtemps. Puis je l'ai envoyé. Pas parce qu'ils l'avaient mérité. Pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que je voulais en finir. Je voulais que la ligne soit tracée si clairement que même eux ne pourraient pas prétendre le contraire. Avec le virement, j'ai envoyé un message, c'est la dernière fois. 2 jours plus tard, Lorraine m'a envoyé un texto pour la première fois en plus d'une semaine, c'est tout? Sérieusement, tu vaux bien plus que ça. J'ai regardé ce message pendant longtemps. C'était tout ce que j'avais besoin de voir, qui elle était, qui ils étaient et ce qu'ils pensaient que je leur devais. Alors, je l'ai bloqué. Puis, j'ai bloqué ma mère, puis mon père. J'ai supprimé l'ancien groupe de discussion familiale, j'ai changé tous les mots de passe et j'ai verrouillé tous les comptes que je pouvais. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Et pas une seule fois je ne l'ai regretté. Je pensais vraiment que ce serait la fin de tout ça. Après les avoir bloqués, c'était calme. Pour une fois, vraiment calme. Pas seulement dans mon appartement, mais dans ma tête. Plus de bourdonnement d'angoisse chaque fois que mon téléphone s'allumait. Plus à me demander s'ils allaient me faire culpabiliser ou m'entraîner dans un pétrin. C'était comme si j'avais enfin débranché la pression constante de résoudre des problèmes que je n'avais pas causés. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai cuisiné des repas que personne n'a critiqués. J'ai réaménagé mon petit appartement et j'ai acheté un canapé d'occasion pour lequel je n'avais pas eu à demander la permission. Ce n'était pas luxueux, mais c'était le premier meuble que j'avais jamais choisi entièrement pour moi. Chaque soir, j'allumais une bougie, je mettais de la musique et je m'asseyais sur ce canapé en paix. Puis, 2 semaines après Thanksgiving, mon téléphone a sonné, mais ce n'était pas eux. C'était les RH. Ils m'ont demandé de venir au bureau pour une brève discussion. Cette phrase aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Je suis entré, je me suis assise en face de mon responsable et du représentant des RH, et ils m'ont remis un courriel imprimé. Pas de salutation, pas de signature, juste un long bloc de texte envoyé depuis un compte Gmail générique. Les accusations étaient farfelues, que j'utilisais les fonds de l'entreprise pour soutenir des investissements familiaux illégaux, que j'accédais à des données confidentielles en dehors des heures de travail et que j'avais manipulé des documents financiers à des fins personnelles.
On aurait dit que quelqu'un avait regardé quelques drames policiers et avait décidé de s'essayer au sabotage d'entreprise. Ils n'ont nommé personne, mais j'ai su immédiatement. Lorraine ne pouvait pas me joindre, alors elle s'en est pris à mon travail. Le représentant des RH a dit qu'il ne m'accusait de rien, mais qu'il devait enquêter sérieusement sur chaque rapport. J'ai dû passer 2 jours en réunion, à éplucher mes journaux d'activité et à prouver point par point que je n'avais rien fait de mal. Ça m'a secoué plus que je ne voulais l'admettre. J'avais travaillé si dur pour bâtir cette carrière, des nuits tardives, des matinées précoces, à surmonter le burn-out juste pour prouver que je méritais d'être là. Et maintenant, ma propre famille essayait de la détruire. Je suis rentré chez moi ce soir-là en silence. Je suis resté assise dans ma voiture devant mon appartement pendant près d'1 heure. Je n'ai même pas pleuré. J'étais trop en colère pour pleurer. C'est alors que j'ai appelé un avocat. Pas pour me venger, pas encore, juste pour savoir quelle protection j'avais. Je lui ai tout donné, les relevés de compte partagés, les textos sur le prêt de 60 000 $, le courriel des RH et le message vocal que ma mère a laissé depuis un nouveau numéro en faisant semblant d'être inquiète pour moi. L'avocat m'a dit que j'avais une affaire si ça s'aggravait, diffamation, harcèlement, voire fraude, s'il touchait à quoi que ce soit en mon nom. Elle m'a dit de commencer à tout documenter, chaque appel, chaque message, chaque petite chose bizarre qu'il faisait. Je ne pensais pas que ça pouvait empirer. Puis Julia a appelé. Elle avait l'air essoufflée, en colère, a dit que Lorraine avait appelé toute la famille, leur disant que j'avais de graves problèmes financiers, que j'avais perdu mon travail, que j'étais trop fière pour demander de l'aide. Elle leur a dit que j'étais déprimée, seule, mentalement instable. Elle leur a dit que je dilapidais de l'argent et que j'étais peut-être endetté. Elle a même dit, et cette partie m'a donné la chair de poule, que s'il voulait aider, il pouvait envoyer des dons sur son compte et elle s'assurerait que je les reçoive discrètement. Lorraine avait créé une fausse crise, utilisant mon nom pour collecter de l'argent auprès de parents qui ne l'aimaient même pas. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai appelé ma banque immédiatement et j'ai tout verrouillé, j'ai changé tous les mots de passe, j'ai gelé mon crédit, j'ai déposé une alerte à la fraude. Le lendemain matin, je suis allé au poste de police et j'ai déposé une plainte. Je ne savais pas s'il ferait quelque chose tout de suite, mais j'avais besoin d'un dossier. Si elle ouvrait ne serait-ce qu'une carte Target à mon nom, je voulais qu'elle soit arrêtée nette. Puis j'ai fait un dernier geste. J'ai enregistré une vidéo. Je ne l'ai pas publiée publiquement. Je l'ai juste envoyée à Julia. Dans cette vidéo, j'ai calmement exposé tout, la violence financière familiale, la tentative d'escroquerie de prêt, le rapport des RH, le système de fraude que Lorraine mettait en place. J'ai demandé à Julia de la montrer à tous les membres de la famille qui le demanderaient. Qu'ils voient mon visage. Qu'ils entendent la vérité de ma bouche, sinon de celle de Lorraine. Les retombées ont commencé lentement. Un de mes oncles m'a envoyé un message d'excuse. Ma tante, celle qui a toujours agi comme si Lorraine marchait sur l'eau, m'a envoyé un long courriel maladroit expliquant qu'elle ne connaissait pas toute l'histoire. Et Julia m'a envoyé un texto, il commence enfin à la voir pour ce qu'elle est vraiment. Mais je ne célébrais pas encore, car les gens comme Lorraine ne partent pas discrètement. Et j'avais le sentiment que ce n'était pas son dernier geste. Décembre s'est faufilé comme un invité indésirable, sans prévenir, lourd et froid dans tous les sens qui vous prennent au dépourvu. Je travaillais toujours à temps plein, je cuisinais toujours pour une seule personne, j'essayais toujours de me convaincre que tout était enfin sous contrôle. L'avocat était en attente. Mes finances étaient verrouillées plus hermétiquement qu'un coffre-fort. Je ne répondais plus aux numéros inconnus, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Puis Lorraine est venue à ma porte. C'était un samedi matin, ciel gris, vent glacial, et la voilà, appuyée contre la balustrade devant mon immeuble comme si elle avait le droit d'être là. Pas d'avertissement, pas d'appel, elle est juste apparue, capuche relevée, les mains fourrées dans sa veste comme si elle cachait quelque chose. Elle a essayé de faire en sorte que ça ait l'air décontracté, a dit qu'elle voulait juste clarifier les choses. Elle a prétendu que maman était malade maintenant et que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle me pardonnait. Me pardonner. Je suis resté là, tenant un sac de provisions pendant qu'elle me débitait des lignes répétées. Elle m'a dit que j'étais toujours sa famille et que je ne devrais pas laisser l'argent gâcher ce que nous avions. Puis elle a sorti un bout de papier et a dit qu'elle avait juste besoin d'une chose de plus, une signature pour un bail. Je ne l'ai même pas regardé. Je lui ai dit que si elle revenait jamais dans cet immeuble, j'appellerais la police,
que je ne lui devais pas un seul mot. Elle a marmonné quelque chose entre ses dents et est partie en trombe. N'a même pas regardé en arrière. Je l'ai regardé monter dans une voiture de covoiturage qui était probablement facturée sur le compte de quelqu'un d'autre et partir comme si de rien n'était, mais c'était arrivé. Le lendemain, ma boîte aux lettres a été forcée. Pas mon appartement, juste la fente à courrier en bas, ouverte avec quelque chose de pointu. La serrure était tordue et la moitié du contenu avait disparu. Pas les déchets, juste les bonnes choses, documents bancaires, une lettre de mon assurance, une carte prépayée que j'attendais. Je l'ai signalé immédiatement. Le propriétaire a dit qu'il n'avait jamais eu de problème auparavant. Je savais qui c'était. Je ne pouvais pas le prouver, mais je le savais. J'ai transféré tous mes relevés en ligne et j'ai fait suivre le reste à une boîte postale de l'autre côté de la ville. Une nuisance, mais mieux que d'attendre le prochain coup d'éclat. Le même soir, j'ai reçu une alerte à la fraude. Quelqu'un avait essayé d'ouvrir une ligne de crédit dans une bijouterie du New Jersey. Puis encore le lendemain, cette fois dans une concession automobile. Je n'avais pas quitté l'État. Je n'avais même pas quitté la ville. Mon nom circulait comme un chèque en blanc. J'ai appelé mon avocat le lendemain matin. Elle n'a même pas hésité. Ce n'est plus un drame familial, a-t-elle dit. C'est criminel. Elle a déposé une autre plainte. Cette fois, c'était plus sérieux. Elle a contacté le magasin où la tentative de crédit avait été faite et a demandé les images de surveillance. Elle a envoyé une lettre de cessation et d'abstention directement à mes parents, adressée spécifiquement à Lorraine, certifiée, suivie, livrée avec un horodatage et une signature. Je pensais que cela l'arrêterait, mais ensuite ma mère m'a laissé un message vocal depuis un autre nouveau numéro. Elle avait l'air calme au début, mais ses mots étaient tranchants. Nous avons reçu votre lettre, Olivia, et nous avons le cœur brisé. Mais si vous continuez comme ça, nous serons obligés de riposter comme si c'était une guerre que j'avais commencée. Comme si je les menaçais en me protégeant. Elle a continué pendant 3 bonnes minutes, à parler de la façon dont j'avais abandonné la famille, de la façon dont je les avais humiliés, de la façon dont Lorraine faisait de son mieux. Elle a dit que si je rendais ça public, si j'allais plus loin, je le regretterais. Elle n'a pas dit comment. Elle n'avait pas besoin de le faire. J'ai réécouté le message 3 fois, pas parce que je ne le comprenais pas, mais parce que je voulais me souvenir de chaque mot. Le lendemain matin, j'ai donné le message vocal à l'avocat. Elle l'a classé dans le dossier croissant intitulé Harcèlement et fraude familiale. Olivia M. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. Mais quelque chose en moi a changé. Ce n'était plus un malentendu. Ce n'était pas une querelle familiale ou de mauvaises vacances. C'était du sabotage. C'était calculé, dangereux et personnel. Et ils n'essayaient pas seulement de me faire revenir. Ils essayaient de me ruiner si je ne le faisais pas. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion ce soir-là dans la lueur d'une seule lampe, la pièce d'un calme mortel. J'ai regardé tout ce que j'avais construit, aussi petit soit-il, et j'ai réalisé quelque chose de brutal. Ils n'essayaient pas de me faire revenir. Ils essayaient de s'assurer que je n'avais rien sans eux. Et c'était la dernière erreur qu'ils feraient jamais. Janvier est arrivé silencieux et lourd, comme le genre de silence qui ne signifie pas la paix, juste une pause avant quelque chose de pire. J'avais tout fait correctement, verrouillé mon crédit, transféré mes opérations bancaires, déposé la plainte à la police, transmis tout à mon avocat. Je changeais les mots de passe chaque semaine, je signalais toutes les demandes et j'avais mis en place des alertes pour toute activité liée à mon nom. Je pensais avoir une longueur d'avance sur eux. Je pensais avoir construit un mur trop haut pour qu'ils puissent l'escalader, mais ils n'avaient pas besoin de grimper. Ils ont commencé à creuser en dessous. Le premier signe était petit. Mon propriétaire a laissé un mot sur ma porte, veuillez passer quand vous aurez un moment. Pas grave, du moins je le pensais. Quand je suis entré dans son bureau, il avait l'air mal à l'aise. Il a dit qu'il avait reçu un courriel anonyme. Pas de nom, juste une adresse générique. Il m'accusait d'attirer l'attention des criminels sur l'immeuble. Il disait que je faisais l'objet d'une enquête pour fraude et que j'avais été impliqué dans un conflit familial qui avait dégénéré en violence. Je l'ai regardé avec incrédulité. Il a baissé les yeux et a dit qu'il n'y croyait pas, mais qu'il devait le documenter. Pour la sécurité de l'immeuble, ils essayaient de me faire expulser. Dès que je suis retourné à mon appartement, je me suis assise et j'ai écrit une chronologie complète. Pas seulement les attaques, mais comment chacune d'entre elles s'est intensifiée. Tout d'abord,
la culpabilisation de la caution, puis l'humiliation publique de Thanksgiving, les comptes gelés, le cambriolage de la boîte aux lettres, le faux rapport des RH, la fraude de crédit, les campagnes de diffamation, maintenant ceci. Chaque incident remontait à eux. Mais ce qui m'a le plus glacé, c'est qu'ils étaient prêts à me rendre sans abri juste pour me punir d'avoir dit non. J'ai appelé mon avocat ce soir-là. Elle n'a pas hésité. Elle m'a dit de tout préparer pour une ordonnance de protection formelle. C'était au-delà du harcèlement maintenant. C'était ciblé, délibéré et malveillant. Je lui ai donné tous les documents, messages vocaux, même une copie imprimée du courriel anonyme d'expulsion. Puis est venu le dernier message vocal de ma mère. Encore un nouveau numéro. Elle a dit qu'ils avaient reçu la cessation et l'abstention, qu'ils étaient choqués que j'aille aussi loin. Elle a affirmé qu'ils n'avaient jamais voulu me blesser, qu'ils voulaient juste me ramener à la réalité. Puis elle l'a dit, si tu vas plus loin, Olivia, tu ne fais pas que nous couper les ponts. Tu déclares la guerre à ta propre famille. C'est alors que j'ai su que ce n'était plus une question d'argent. Ce n'était même pas une question de Lorraine. Il s'agissait de contrôle, de s'assurer que je ne me sentais jamais en sécurité à moins d'être à genoux à leurs pieds, les remerciant de me laisser exister. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai enregistré le message vocal et je l'ai envoyé à mon avocat. Puis Julia m'a envoyé un message, regarde l'Instagram de Lorraine. Je l'ai fait. Et il y avait un carrousel de photos, elle avait l'air triste sur le porche, une photo floue de ma chambre d'enfant, et une légende qui disait, j'ai perdu ma sœur cette année. Pas à cause de la mort, mais à cause de l'avidité. Elle a choisi l'argent plutôt que la famille. Plutôt que moi. Des centaines de j'aime. Des dizaines de commentaires de personnes qui ne me connaissaient pas, qui ne se souciaient pas de demander, lui disant à quel point elle était forte. L'un d'eux disait, tu mérites mieux. Le sang ne signifie pas la loyauté. J'ai failli rire. Puis Julia m'a envoyé une capture d'écran du compte alternatif de Lorraine, un commentaire qu'elle a posté sous sa propre photo en utilisant un faux profil. Il disait, elle reviendra en rampant. Ils le font toujours. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Pas avec rage, pas même avec tristesse, juste avec clarté. Ils n'essayaient pas de me faire revenir. Ils essayaient d'effacer la version de moi qui n'avait pas besoin d'eux. Alors, j'ai écrit un dernier courriel, je l'ai envoyé directement à tous les deux. Juste 3 lignes, je ne suis plus votre fille. Vous n'êtes plus ma responsabilité. Réessayez, et nous réglerons ça devant les tribunaux. Puis j'ai disparu. J'ai déménagé. Nouvelle offre d'emploi dans une nouvelle ville. Pas d'adresse de transfert. Pas d'information de contact mise à jour. Seule Julia savait où j'étais allé, et elle a promis de ne jamais dire un mot. J'ai laissé derrière moi tout ce qu'ils pensaient pouvoir continuer à utiliser, j'ai changé de numéro, j'ai fermé toutes les portes. Et pour la première fois, vraiment et finalement, j'étais libre. Je leur ai donné toutes les occasions d'agir comme une famille. Ils ont choisi d'agir comme des ennemis. Maintenant, ils peuvent vivre avec le silence qu'ils ont créé et la fille qu'ils ont perdue. Ils essaient encore parfois. De petites choses. Une carte de Noël envoyée à mon ancienne boîte postale sans adresse de retour. Une invitation au mariage d'un cousin avec un « j'espère que tu vas reconsidérer » griffonné à côté de mon nom. Je ne réponds pas. Je n'ouvre plus rien de leur part. Julia me tient au courant quand je le lui demande, mais sinon, je laisse tout cela s'estomper dans le bruit de fond, car ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que je ne me suis pas contenté de m'éloigner d'eux. Je me suis dirigé vers quelque chose de mieux, moi-même, ma paix, ma vie enfin à moi. Et aucune quantité de culpabilité, de sabotage ou de manipulation ne me ramènera jamais dans leur ombre.